OK, Danny Gagnon, le 16 novembre 2022. On est à veille d'être le 17. Alors, la mathématique de l'âne. Je commence comme ça, puis on va aller vers l'œil d'Horus. Ça a quand même fait un bon voyage, là. Ça a fait du chemin, à la patente. Quelqu'un me parle de l'éternel créateur. Sur une vidéo que j'ai faite récemment, dans les 8 dernières, il me parle du fait que j'ai jamais parlé de l'éternel créateur. Puis j'ai porté un commentaire, une réflexion sur l'instant. Et ce qui m'est venu tout de suite en premier, c'est la mathématique, le langage mathématique. Là, je voyais des enfants à l'école qui apprenaient les mathématiques et que les enfants qui étaient placés avec le bonnet d'âne n'étaient pas les ânes. Que ceux qui étaient les ânes, c'était ceux qui faisaient des mathématiques pour le principe de l'éducation. Ce qui est particulier, c'est que l'éducation qu'on observe à l'école, c'est un enseignement de prédisposition à une société ou une dynamique de société. Il y a l'industrie, il y a les gouvernements, il y a, je dirais pas des égrégores, mais il y a des regroupements humains qui payent pour la connaissance, de la compréhension mathématique de la vie. Puis il y a des gens qui sont en mathématiques, qui font des mathématiques parce qu'ils aiment ça. Moi, peut-être. Parce que. Mais ils ne réalisent pas la portée de leurs mathématiques dans l'avenir. D'un certain côté, ils sont aveugles. Mais d'un autre certain côté, ils travaillent pour un aveugle. C'est un peu comme si la société humaine est aveugle ou volontairement aveugle. Parce que ce qu'ils veulent voir, c'est quelque chose de précis, puis à la fois d'inconnu pour une forme de contrôle, de possession, de maîtrise de leur monde, de leur vie. Je dirais à la limite des mondes subtils, même si c'est actuellement le cas. Là. Mais c'est pas forcément par la mathématique que ça se fait, de plus en plus. Puis même qu'aujourd'hui, c'est quasiment, on est rendu là. Que ce que l'on s'aperçoit, quand on regarde des scientifiques faire une course à l'armement pour créer la bombe atomique, faut-tu être assez bête? Faut-tu être assez bête pour se dire ah, il faut pas que le voisin l'aille avant nous autres. Tu sais, l'onde est là. Malgré que je pense qu'un onde, c'est pas mal plus intelligent que ça. C'est peut-être pas une bonne comparaison finalement, l'onde. Parce que quand les professeurs mettaient le bonnet d'onde aux enfants qui écoutaient pas, ou je sais pas, qui étaient pas bons, c'était de la discrimination, c'est de la ségrégation, de l'intimidation. Mais en vérité, quelqu'un qui fait des mathématiques ou qui sont dans une création,
d'une compréhension pour des aberrations, c'est bête. C'est abrutissant. Alors, j'observe les zones. J'observe ces mathématiciens-là. Puis j'observe cet aveugle. Cet éternel aveugle qui est toujours insatisfait, insatiable, qui en veut tout le temps plus. Mais pourquoi? Pour un contrôle, pour une domination, pour plus de contrôle, plus de contrôle, plus de folie, tu sais. Il y a des gens qui vont consacrer leur vie, je dirais même leur génération, parce qu'ils n'auront pas d'enfants. Ils vont être dans les mathématiques appliquées. Ils vont y passer leur vie. Puis ils n'auront pas d'enfants. Ils n'auront pas de vie sociale énorme. Tu sais. Puis ils vont se dissoudre en totalité dans cet égrégore-là. Ils vont embarquer corps et âme dans un être mort. J'ai un dessinateur, je connais un super dessinateur qui est vraiment hallucinant dans cet asset-là. Pas hallucinant, il est vraiment connecté. Là. Alors, on se prépare on a la visite de la personne qui va faire la constellation familiale. Elle vient nous visiter, on parle un peu, voir comment est-ce que les énergies se comportent, puis comment est-ce qu'on s'enligne dans ça. Puis mon petit dessinateur en herbe, il est là, puis là, il dessine. Là, il dessine une espèce de grand pointu. Un autre tige avec une espèce de pointu, là, avec une sphère. Puis un œil. Ok, là, c'est spécial, tu sais, c'est bien fait. Ici, c'est un télescope. Là, on voit que c'est pas un petit télescope, là, c'est du télescope. Là, il dessine un personnage à côté, avec une drôle de tête, avec on a une petite flamme. Puis il y en a un autre site. Là, ils ont comme de quoi dans les mains. Là, j'y demande, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Là, avant de me raconter ça, il sait qu'il a fait une blessure à l'œil. Ce gros œil-là, là, cet être-là, il a été blessé à son œil, puis il a besoin de soins. Puis ici, c'est des gens qui apportent sur un plateau des yeux. Ils apportent des yeux pour guérir cet œil-là. Ils les ont pris quelque part, ces yeux-là. Là. Ils les ont-tu arrachés ou ils les ont empruntés ou ils les ont reçus en sacrifice, je sais pas. Là. Le sacrifice volontaire, ça existe. Hein? Il y en a qui sont totalement inconscients dans le monde, qui donnent leur conscience en totalité au système. Hein? Sans savoir pourquoi ils le font réellement. Fait qu'il y a un paquet de personnages là qui sont en action pour cet être-là avec une drôle de fond. Puis il y a quand même un principe dans la forme que je vais élaborer un petit peu plus tard. Ça, c'est quand même là 1 mois et demi, bien avant mes exercices d'observation. Mais j'ai découvert récemment un peu le pourquoi. De qu'est-ce que ça veut dire. Fait que je parle avec mon ami Carole, puis je parle de cet éternel aveugle. Et là, il me réfère à Ra ou à Ré. Bon.
d'aller voir de ce sens-là. Fait que là, je vois dans la mythologie égyptienne, dans la cosmogonie égyptienne, et je me rends compte que on parle potentiellement de Ra ou de Ré, mais en fouillant un petit peu, je me rends compte que ça ressemble beaucoup plus à Horus qu'à Ré. Et je réfléchis à ce que moi j'ai vécu personnellement et de mon corps de souffrance, mon corps traumatique. Si moi j'ai le potentiel d'avoir un corps traumatique, de façon générale, tout le monde devrait avoir ce principe-là. Tu sais, je ne suis pas différent de personne, on est tous faits pareil quelque part. Là. Puis là, je repense à mon grand personnage de là, à sa blessure, à son corps traumatique, à sa guérison, à mon éternel aveugle. Puis là, je découvre Horus. Horus est la blessure créée par Seth. Thoth récupère les 6 morceaux de l'œil d'Horus. Là, je l'ai dessiné ici. Donc, l'œil d'Horus, l'Udjat, et les fractions. Et ça... C'est parti. Parce que là, on parle de fractions. Ça a été comme, un moment donné, utilisé comme une espèce de facette de calcul. C'est relativement contesté ou dévié aujourd'hui, mais quand que je pose la question, ça tient la route. Ça tient la route. Puis le grand total de ces fractions-là donne le 63-64e. Et que Thoth a, par magie, guéri l'œil d'Horus. De quoi qu'on parle? De quoi qu'on parle? Là, je parle d'un éternel aveugle qui a besoin d'être guéri, de l'œil d'Horus, potentiellement l'être concerné. On parle du corps traumatique d'Horus ou de son œil, qui est lié à Seth. Là, je vais vous montrer un autre dessin. Je pensais faire une vidéo seulement là-dessus, mais je l'intègre, qui est l'inversion. Ici, j'ai l'inversion. J'ai une sphère, j'ai une ligne de séparation et j'ai inscrit l'inversion. Ici, on est du côté guérison, stabilisation, conscience, revitalisation, émancipation, éveil des mondes supérieurs. Bon. À l'opposé, dégradation, maladie, croyance morte ou mort lente de l'âme ou vol de l'âme. Inconscience, vie, faiblesse, défaut. Je dis inconscience de vie, tu sais, c'est... J'ai fait ce graphique-là, puis je me sers de mon pendule en radiesthésie pour vérifier les gens qui sont inversés ou qui sont dans une phase de début d'éveil. Et à partir d'un certain moment, ça prend pas grand-chose, là, que tu commences juste à traverser la ligne, les gens commencent à canaliser des informations. Ils commencent à recevoir des informations. Ils commencent à avoir
une forme de lucidité de l'espace, du temps de ce qui se passe autour d'eux autres, mais ils ne sont pas encore tout à fait conscients que ce qu'ils canalisent, c'est de l'information pure de la source, on pourrait dire. Cette sphère-là, si on peut dire, cette partie-là, ce que ça nous dit, ce que ça nous révèle, c'est que quand on fait des soins énergétiques, puis que les gens sont ici en bas, ils sont inversés. Lorsqu'on fait des soins puis qu'on leur envoie de l'énergie, on envoie de l'énergie aux entités qui sont derrière, des entités négatives, ou mettons qu'il y a comme une espèce d'irritation, d'inflammation. Puis nous autres, là, les guérisseurs, là, on envoie de l'énergie en pensant bien faire pour guérir ces gens-là. Mais ce qu'on crée en vérité, là, c'est une surinflammation. C'est comme si on donnerait de l'énergie à l'inflammation. Puis à ce qui est corrosif, ce qui est oxydant dans nos vies, là, ce qui est acidifiant. Puis ça prend des expansions, puis des dimensions, comme on dit que c'est comme, ça n'a pas de bon sens. Tu penses à aider du monde, puis finalement ça fait le contraire, puis tu comprends pas pourquoi. Quand on envoie de l'énergie à des gens qui sont en dessous de cette barre, il faut le faire d'une façon spécifique et de façon précise. C'est comme si ce que j'ai dessiné là, on va le faire sous une autre forme, c'est un muscle. Ça ressemble un peu à mon enclume aussi. Le champ de l'enclume ou l'enclume du forgeron. Puis ça, j'ai dessiné, un muscle. Mais dans ce muscle-là, il y a plus de fibres atrophiées que de fibres saines. Qui fait que finalement, quand on envoie de l'énergie au muscle, il résonne dans ce qu'il contient. Donc, avant d'envoyer de l'énergie, il faut envoyer de l'énergie à ce qui fonctionne bien et ce qui n'est pas en distorsion et non à l'ensemble. Il faut être précis. Il faut envoyer notre énergie à ce qui fonctionne et ce qui a besoin d'être supporté pour reprendre la main. De cette façon-là, on vient vraiment appliquer l'énergie au bon endroit. Je l'ai compris avec une vidéo que j'ai vue de Antoine Manitara récemment, c'est Magie blanche et magie noire, comment les reconnaître. Et il dit bien que ce que je vous parle là, de donner de l'énergie, tu le donnes pas n'importe comment. Sinon, tu nourris ce qui fait que ça va pas bien. C'est une parenthèse dans l'exercice de ce que je commence là, parce que on va aller plus loin dans cette observation-là de l'œil d'Horus. Donc, l'œil d'Horus va être dans un potentiel de guérison. Puis de quelle façon tout
à pratiquer sa magie. J'ai parlé de mathématiques tantôt. Là, j'ai parlé de mathématiques. De ces mathématiciens-là qui sont dans la dynamique de l'industrie, qui sont à la fois des porteurs de l'œil d'Horus et qui sont inversés dans ce que je vous ai présenté là. C'est eux qui portent le bonnet down. C'est eux qui font des mathématiques puis qui ne savent pas pourquoi qu'ils le font. Pour un salaire, pour une position, pour un prestige. Regarde, ils participent à l'enchaînement de l'humanité et de la planète. Bon. Pour moi, ça se résume assez gros à ça. Il existe dans la société le 1/64e de l'œil d'Horus. Il y a des gens dans la société qui ont la capacité de voir. Et ces gens-là sont recrutés dans l'éducation actuelle. Mon petit homme, il y a 6 ans, il est en première année. Là, il fait un petit test de mathématiques. Puis dans le petit test de mathématiques, il y a des questions qu'il réussit, puis il y a des questions qu'il ne réussit pas. Mais je me rends compte qu'il y a des questions qui ne sont pas de son âge. Qu'il y a des questions qui sont dans la moyenne. Que si il est dans son âge, dans sa courbe, si on peut dire, de conscience, s'il répond à 75%, il est dans ça. S'il est au-dessus de ça, il vient d'être démarqué parce qu'il y a des questions qui sont plus complexes, qui demandent une attention plus approfondie. Puis ceux qui portent l'œil d'Horus sont, dès l'enfance, repérés. Ils vont avoir des meilleures notes, ils vont être encouragés à avoir des meilleures notes. Puis si la situation est favorable, ils vont les encourager à poursuivre dans la mathématique. Parce que dans les questions qu'il y avait, là, on commençait déjà l'addition, alors qu'il ne l'a pas vu encore, puis à un raisonnement logique de problème écrit, alors qu'on n'est pas là pantoute. La troisième, dans la grosse question, il y avait 3 questions. Puis la troisième question venait aider à répondre aux 2 autres. Donc, il y a une logique, une suite logique, mais pour un enfant de 6 ans qui apprend les chiffres, puis il est rendu au chiffre 30, puis il apprend les lettres, puis il apprend les sons, on n'est pas dans une logique de structure. Mais c'est là. Ils sont dans les questions. Ils font partie du petit test. Puis ils sont sélectionnés et repérés. Plus tard, les écoles privées, puis ceux qui ont les moyens de payer l'éducation, vont diriger les enfants dans ce côté-là. Dans l'éducation. Donc, ils vont avoir une situation sociale favorable financière et ils auront aussi, ce seront des porteurs de l'œil d'Horus. Et s'ils ne sont pas dans une conscience éveillée à ce qu'ils font, comme mathématiques ou comme conséquence de ce qu'ils vont faire, s'ils sont inversés, ils vont créer, ils vont être dans une forme de création, d'oppression de la société, inconsciemment.
Certains vont aider à l'évolution ou à l'épanouissement de l'humanité, mais d'autres, c'est d'autres choses. Tu sais, quand on est rendu dans la chimie organique, comme j'ai fait la vidéo du corps électronique, ben on est dans la mathématique avancée, là. On est dans une compréhension avancée des mathématiques et des énergies, des polarités des molécules, et c'est hallucinant, là, où ce qu'on est rendu. Puis dans la nanotechnologie, puis j'ai vu dans des médicaments, il y a des nanoparticules qui font partie des médicaments qui sont difficiles à se débarrasser au niveau du système du corps. Puis qui viennent interagir avec un paquet d'affaires, là, puis qui viennent se mélanger à tout, puis qui focaillent tout le reste. Là. Ils viennent changer le code génétique. Ça vient complètement changer la génétique, comme un paquet de produits qui prennent chimiques pour les plantes, et ainsi de suite. Bon, c'est un autre dossier, là. Mais la mathématique, tu sais, est poussée, là. J'écoutais des vidéos sur les mathématiques de la chauve-souris ou les mathématiques de l'araignée. Puis, c'est assez hot l'affaire, là. C'est assez hot la patente, là. Avec l'observation de ce qui se passe autour de nous autres, les gens observent, les mathématiciens observent tout de façon mathématique, tout ce qui est autour d'eux autres, puis ce qui bouge, ce qui vit. Tu sais, c'est... Quelque part, il y a un esprit de recherche, puis c'est ça l'œil d'Horus. C'est d'analyser les moindres petits détails, de liens, des connexions, des choses avec les choses, de l'air, de l'humidité, de tout. C'est hallucinant, là, tout ce qui est calculé, là. Je vous suggère d'aller voir ça, là. C'est étourdissant, la patente, là. Donc, il y a l'inversion de l'œil. À partir du moment qu'il y a des gens qui portent l'œil d'Horus, puis qui sont inversés, sont dans l'empoisonnement de l'œil d'Horus. Ils viennent comme contaminer l'œil. Horus porte le disque solaire et est un porteur de lumière. Il est dans la dynamique de Ré. Et ceux qui sont les porteurs de l'œil d'Horus sont les enfants de la lumière. On reconnaît les enfants de la lumière à leur simple façon de penser. Tu les regardes ou tu les écoutes parler, puis c'est pas très long, selon certains sujets, que tu vas te rendre compte. Lui, il porte l'œil d'Horus. Lui est un enfant de la lumière. Puis depuis que je travaille là-dessus, là, j'en vois partout. Puis je vois des vidéos que j'en vois de plus en plus. Puis c'est fantastique de les voir quand ils sont éveillés, puis dans une guérison personnelle, tu sais. Puis ça, c'est beau à voir, mais tu vois aussi l'inverse. Tu vois les gens qui sont dans ce principe-là, qui sont porteurs de l'œil d'Horus, mais qui sont inversés et qui sont maintenus inversés. Puis c'est ça qui est difficile d'accepter. C'est dur à revirer des gens comme ça, là. Mais en temps normal, il faut savoir être présent, être patient, puis que les portes se rouvrent. À partir du moment que tu es là, quand il faut que ça se fasse, il s'agit juste de dire quelques mots ou de parler, d'éveiller. Puis c'est comme ça, lentement, tranquillement, que à partir du moment qu'on peut planter une graine, placer quelques mots, puis éveiller quelque chose,
de virer ça de bord. Il n'y a pas 36 000 manières, là. Donc, l'éveil des porteurs de l'œil d'Horus est fondamental pour la guérison de l'œil d'Horus. L'œil d'Horus va directement toucher une vidéo que j'ai faite il y a quelques mois, ça fait pas un an, là. C'est l'astronaute ou le cavalier céleste. Cette vidéo-là parle vraiment, puis qui découle du point de synthèse, là, c'est vraiment l'expression de l'œil d'Horus à travers tous ceux qui le portent. Il y a une autre vidéo très, très intéressante aussi que j'ai mentionnée au niveau de cette vidéo-là, qui est faite par Jean-Pierre Garnier-Mallette, à la fois philosophe et mathématicien, je ne sais pas trop quoi, là, okay. Mais il va parler, le sujet c'est le dédoublement du temps, ou le dédoublement temporel, quelque chose du genre. Jean-Pierre Garnier-Mallette. Ça a été fait, il a sorti ça en 2014, mais c'est bien entendu qu'il a réfléchi à ça quand même avant, là, t'sais. Puis c'est bien fait, là. C'est bien présenté. Puis ça vient toucher ou se rapproche de l'astronaute, le cavalier céleste. Puis vous allez observer l'inversion. Parce qu'il en parle dans le dédoublement du temps, de l'inversion. Puis c'est super intéressant parce que tu le vois, lui, il porte l'œil d'Horus. Puis lui, il a été déviré de bord quelque part, là. Il s'est réveillé, puis il est dans l'éveil. Puis c'est vraiment magnifique comme vidéo, là. Donc, il y a l'homme qui fait partie du 64e élément de l'œil d'Horus et qui participe à sa vision. On dit que Horus voit à travers les hommes, à travers notre œil. Et c'est vrai. À partir du moment que l'on est des porteurs de cette flamme, de cet œil, nous ne sommes pas que l'observateur. Nous pouvons le retourner puis observer l'observation et prendre une position différente. Puis on observe que l'œil est un élément fondamental dans le principe de création. Que l'œil d'Horus est fondamentalement créateur. J'ai parlé tantôt de l'Éternel aveugle qui crée avec l'œil inversé. Mais dans la guérison de l'œil d'Horus, nous sommes dans une création inversée qui est une création pour le bien de l'humanité, pour le bien de la vie, tout court, de toute chose. Parce que c'est un sérieux problème, là. Ça devient, pour ceux qui sont éveillés, un devoir d'éveiller, à partir du moment qu'on rencontre des enfants de la lumière, de participer à leur éveil, de près ou de loin, en étant patient, puis en portant le bon mot au bon moment. Il faut être attentif, puis il faut être présent. OK. Je refais une vérification.
L'Éternel Créateur, c'est une action. D'abord, une action. L'action ne se limite pas à la pensée. Surtout pas à la pensée. Il faut que l'action, oui, commence dans les mondes subtils, le monde supérieur, pour nous inspirer et nous porter à agir. Mais tant qu'il n'y a pas d'action, la création ne se porte pas. Et la création passe par l'observation. La qualité de l'observateur, la qualité de l'observation est d'être dans une forme de création consciente de quelque chose de constructif. L'Éternel Créateur, il est dans des corps vivants. Il est pas... Il est dans des corps vivants, mais il est comme dans un ensemble. C'est un ensemble complet. Cet éternel créateur-là, il peut être inversé. Il va être un éternel créateur, mais il peut créer la disharmonie, la mort, puis anéantir des vies. Il peut anéantir des espèces. Tellement d'espèces. Quand on regarde l'effet du glyphosate monosodique dans les champs, qu'est-ce qu'on voit? C'est une terre tombeau. C'est comme un tombeau. C'est une hécatombe de mort végétale et des insectes et sans aucune considération pour les espèces. C'est une aberration de la vie. Puis il y a des gens qui ont créé ça, là. Donc, l'Éternel Créateur siège en nous, à travers nous, et dans notre polarisation. Je vais faire tantôt une vidéo sur l'enseignement du totem du monarque. Puis je vais aller plus loin dans l'observation de l'alchimie de création, qui va être un peu comme une suite de ce que je viens d'entamer là. Alors, je vous remercie pour votre écoute, puis on continue.